Salut tout le monde, bienvenue sur la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais que nous mènera loin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pêche. C'est ma passion du moment, et peut-être pas que du moment d'ailleurs, c'est un truc que je kiffe vraiment beaucoup. Donc je pense que ça va me durer un certain temps, plusieurs années en tout cas c'est sûr. Donc j'ai envie de vous parler un peu de ça, parce qu'il y a plein de trucs à dire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, deux, trois petites annonces. Voilà. Euh, la route va s'agrandir. J'en ai parlé dans le précédent podcast. Je vais pas refaire l'annonce que j'ai fait dans le dernier podcast. Donc que sur le fond, on va essayer d'évoluer. Que voilà. Je vais pas rentrer là-dedans parce que je vais encore me perdre. Ça va durer 1 heure. Mais ce que je peux dire, c'est que au niveau de la forme, ça va aussi bouger. J'ai recruté du monde pour la route. Un nouveau monteur et un nouveau shorter. Un shorter, c'était pas prévu, mais ça va se faire. Quelqu'un qui va clipper les podcasts. Voilà, quelqu'un qui va prendre des extraits du podcast et en faire des clips pour YouTube Short, TikTok, Instagram. Et sincèrement, je pense que ça peut faire des trucs très 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 bien pour la chaîne. Permettre à plein de gens de découvrir la chaîne, pas juste à travers l'as de pique, la chaîne YouTube principale, etc. Mais vraiment à partir de la route elle-même. Donc ça me ferait très plaisir. Et je pense que c'est une bonne stratégie pour amener les gens vers les podcasts, vers les vidéos longues et leur apporter un max de valeur. Donc on va faire ça. On va prendre tous les extraits les plus polémiques, tous les extraits les plus horribles, tous les extraits les plus rage bait possibles. Non, c'est pas vrai. On va mixer des trucs très très drôles, très très rage bait et des trucs plutôt intéressants, conseils, etc. Mais voilà, l'esprit de la route, c'est aussi de dire des trucs avec beaucoup de certitude et avec une voix en colère. Je vous jure que ça marche comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Bref, c'est à peu près tout, globalement. La route, j'ai même pas eu besoin de faire un podcast pour dire la route recrute, comme j'avais fait pour 12, où j'avais fait la route recrute si vous êtes intéressé, machin machin. Non, même pas eu besoin. Même pas eu besoin. J'ai directement recruté par connaissance de connaissances, par des petits serveurs Discord, machin. Donc, c'est bon. C'est bon. Je ne fais pas d'annonce la route recrute. La route recrutait. Fallait être là, au bon endroit au bon moment. Bon, maintenant, j'aimerais vous parler de la pêche. Ok, c'était court. J'ai réussi à faire rentrer ça en moins de 3 minutes. Je suis content. La pêche, c'est vraiment très, très bizarre. Parce que les pêcheurs qui pêchent depuis qu'ils sont tout petits, ils vont te dire: ah, mais oui, c'est un sport. Il y a une fédération, donc naturellement, dans la définition, c'est un sport. Oui, ok, ces gens ont factuellement raison. Pour qu'un sport soit un sport, il suffit juste d'une fédération sportive. Or, il y en a une pour la pêche. Il y a une fédération, tu vois. Donc, c'est un sport. Mais pitié que c'est tellement pas une activité sportive. Ou en tout cas une activité physique. Oh mon dieu. C'est-à-dire que les gens qui disent je fais du sport parce que je fais de la pêche, sur le papier vous avez raison. Mais j'espère que vous vous rendez bien compte que vous êtes des gros enculés. Ce n'est pas la vérité. La pêche, ce n'est pas une activité physique. S'il vous plaît. C'est un sport, ce n'est pas une activité physique. C'est l'inverse de la musculation. La musculation est une activité physique, mais n'est pas un sport. Parce qu'il n'y a pas de fédération de musculation. Tu vois, la musculation, chacun la pratique de son côté. Il n'y a pas de règles, etc. Il n'y a pas de fédération. Donc c'est pas un sport. Mais c'est une activité physique. Personne ne va te dire non, tu ne bouges pas ton corps quand tu fais de la musculation, tu ne fais pas d'activité physique. L'activité physique de la pêche, je vais vous dire ce que c'est marcher. Voilà, c'est marcher. Globalement, voilà. Allez, tu lances ta ligne. Ouh, j'ai fait un mouvement. Ouh, j'ai fait un mouvement de bras de gauche à droite. Ouh. Non, je vous jure que c'est pas une activité physique. Mais c'est un sport. Mais quand on me demande quel sport tu fais, je ne réponds pas je fais de la pêche, tu vois. C'est pas un sport. C'est. Enfin, si, c'est un sport, mais c'est pas un sport. Quand on me demande tu fais quel sport, je réponds bah écoute, je fais de la boxe dans la forêt avec mes amis. On en parlera peut-être dans ce podcast d'ailleurs, ou alors dans celui d'après. Et puis je fais de la musculation.
Mais je dis pas oh bah oui, je fais de la pêche. Oh, quel sport, vous avez vu ces biceps? Non, je fais pas ça. Par contre, par contre, c'est hyper cool. C'est pas parce que c'est pas forcément une activité physique, une activité sportive, machin, que c'est pas hyper cool. C'est une des raisons pour lesquelles je commençais la pêche, c'est que je voulais une activité qui me fasse sortir dehors. La pêche, c'est la suite logique de plein d'activités que j'ai voulu faire et que j'ai pas pu faire. La dernière en date, c'était la forge. Je voulais à tout prix une forge dans mon jardin. Je voulais avoir une forge au charbon, donc un trou de terre dans lequel je foute du charbon, que je foute en flamme, pour mettre du métal dedans et le taper sur une enclume. C'était vraiment, mais je vous jure que c'était pas genre une lubie de 15 jours et tout. C'est pendant 2 mois, j'ai négocié avec la daronne pour avoir ça dans le jardin. Au final, ça ne s'est vraiment, vraiment pas fait. Mais je voulais une activité qui me fasse sortir dehors. Et je voulais un truc où je sors de, juste je fais des activités qui sont purement intellectuelles, tu vois. Je faisais du sport, j'allais à la salle et je faisais de la boxe. Et à côté, toutes les activités, tous mes loisirs, c'était que des trucs intellectuels. C'est-à-dire jouer aux échecs. Je regardais des vidéos d'échecs. Et les échecs. Et je vous ai parlé des échecs ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais un truc où j'ai le choix dans mes loisirs d'avoir un truc qui me fait sortir, qui me fait me balader près des rivières, qui me fait prendre l'air un peu. Parce que c'est vrai que les mecs, je suis youtubeur. Prendre l'air, c'est important quand on est youtubeur. Je vous jure que c'est important. Comme ça sonne un peu comme une blague parce que oui, bah, on se douche pas, on pue et tout, nanana. Mais c'est pas tout. Je te jure que depuis que je me suis mis à pêcher, j'écris mieux. Mes vidéos sont mieux. J'ai l'impression, hein. Parce que avant, j'étais dans ma chambre 7 jours sur 7. Là, c'est les grandes vacances. Heureusement que je pêche. Les gars, c'est 7 jours sur 7 dans la chambre, sauf pour pêcher. Pêcher, aller à la salle. Il n'y a que ça qui me fait sortir de ma chambre. Donc, heureusement que c'est là, hein. Sinon, si ça avait été les échecs, bah, je serais resté dans ma chambre. Donc voilà. Premier truc qui m'a attiré vers la pêche. Voilà, c'était vraiment ça, l'élément déclencheur de pourquoi je suis devenu pêcheur du jour au lendemain. Parce que c'est vraiment, vraiment fait du jour au lendemain. C'est-à-dire, en l'espace de 2-3 jours, avec Lancelot, on a pris une carte de pêche. Genre, on a pris le temps d'y penser. Nanana, 2-3 jours, on a pris une carte de pêche, on est allé pêcher. C'est rapide. Comme je vous le dis, avec mes potes, il y a très très peu de tergiversation. On a envie de faire un truc, on le fait. Donc on l'a fait et c'est très cool. Personne ne regrette d'avoir pris une carte de pêche. En plus, ça coûte rien du tout. Ça coûte 27 balles. C'est de l'argent qui sert à quelque chose. Au moins, tu sais que tu payes pas pour l'enrichissement personnel du patron de la Fédé. Ça sert à l'entretien des berges. Ça sert à la au relâche au relâcher, non, au lâcher des poissons, ça sert au lâcher de truites, etc. C'est vraiment un bon investissement. T'as pas l'impression de juste payer pour l'enregistrement personnel d'un club, ce qui peut parfois être ton impression. Je sais que quand je faisais de l'escrime, tu payais une fortune, il n'y a rien qui justifiait la fortune que tu payes pour faire de l'escrime en fait, absolument rien. Alors que là, tu payes pas une fortune quand t'es mineur, et tu sais que l'argent il sert à quelque chose, donc c'est cool. Surtout, vraiment je vous encourage si vous avez envie de pêcher, à prendre une carte. Vous êtes mineur, ça coûte quasiment rien. Ça coûte 27 balles. Vous avez tout le territoire français pour 27 balles. C'est plus le cas quand vous êtes majeur. Ça coûte plus cher et vous avez plus le territoire français en intégralité. Et puis, vraiment, l'argent sert à quelque chose. Fin de la parenthèse sur la carte de pêche. Mais du coup, ça m'a vraiment pris du jour au lendemain la pêche. C'est tac au tac, je suis devenu pêcheur quoi. Donc au début, j'y connaissais rien. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre un petit peu. À apprendre. Et à déconstruire pas mal d'a priori que j'avais sur la pêche. Parce que, oui, je pense que la pêche en France, c'est entouré d'une quantité d'a priori qui est inimaginable. En tout cas, pour moi, c'est le cas. C'est-à-dire, moi, je viens d'une famille où on vivait à la campagne. Tu vois, dans mon enfance, vraiment, on vivait à la campagne. C'est plus le cas maintenant, on habite à la ville, etc. Mais on habitait à la campagne. Par contre, on était les campagnards les moins campagnards. Vous voyez, je pense à une famille campagnarde maintenant. Je pense à des paysans, alors que c'est pas le cas, hein, mais je pense à des paysans qui chassent et qui pêchent. Tu vois, genre, je pense vraiment à cette famille où tout le monde a un oncle chasseur, machin. Alors, j'avais un oncle chasseur. C'était pas un oncle direct, je crois. C'était pas un oncle direct. Je crois que c'était genre le mari de ma tante. Bref.
Dans tous les cas, j'avais un oncle qui chassait, mais tout le monde le voyait comme un alien. Mon grand-père paternel, il chassait aussi. Tout le monde le voyait comme un alien. Pêcher, personne ne le faisait dans ma famille. C'est-à-dire, la chasse était plus répandue que la pêche, ce qui est assez rare, parce que la pêche, ça se partage beaucoup plus facilement que la chasse, quoi. La pêche, tu vas au bord de l'eau, t'attends, machin. La chasse, bah, tu tues des animaux, c'est pas exactement pareil comme type de loisir, je pense. Mais donc, j'ai pas du tout été genre baigné dans cette culture un peu campagnarde de la pêche, de la chasse, etc. Au contraire, on trouvait ça vraiment un peu barbare et pas cool, tu vois. On avait plus tendance à juger ce genre de pratique. Donc, quand je me suis mis à la pêche, parce que j'avais envie de sortir de chez moi, que j'avais envie de découvrir un truc sur lequel j'avais aucune connaissance, et bah j'avais plein d'a priori. Et je vais vous faire une petite liste des a priori que j'ai déconstruits. On va commencer par les plus tapines. Le plus tapine, c'est les pêcheurs sont des alcooliques. Eh bien, sachez que ce mythe est totalement vérifié. Voilà, je ne l'ai pas déconstruit. Les pêcheurs sont des alcooliques. Je suis désolé. Je pense que ça dépend du type de pêche. Déjà, ça on en parlera après. Mais ça dépend du type de pêche. Mais il y a vraiment des moments, tu regardes des gens qui pêchent et ils sont biturés. Mais les mecs sont ravagés. Vraiment, ils sont bleu métal. Incroyable. Donc ouais, les pêcheurs boivent. Les pêcheurs boivent. Là, le mythe n'est pas du tout déconstruit. Je pensais avoir cet a priori en mode non, mais les pêcheurs, ils sont alcooliques et au final, ils ne le sont pas. Dans ma ville, en tout cas, voilà, je ne vais pas faire d'a priori sur toute la France, tout le monde entier, mais dans ma ville, les pêcheurs sont des alcooliques. Désolé. Deuxième a priori, c'est la pêche, c'est lancer un bouchon, donc un flotteur, vous voyez, avec un hameçon et un verre et attendre que ça morde. Eh bien, il se trouve que ça peut l'être. Mais c'est pas que ça, la pêche. Et ça m'a vraiment mindfuck quand je l'ai compris. C'est pour moi, la pêche, c'était forcément un truc statique. C'est-à-dire, c'était forcément, tu lances ta ligne, ensuite tu attends que ça morde, tu vois. Genre dans ma tête, c'était vraiment ça, c'était la pêche de Minecraft. En fait, dans ma tête, la pêche, c'était la pêche de Minecraft. C'est-à-dire, t'envoies et t'attends. Et bah en fait non, ça marche pas comme ça. Et ça m'a un peu surpris au début d'apprendre que ça marchait pas comme ça. T'as des dizaines et des dizaines de types de pêche. Tu peux pêcher au bouchon, comme je viens de le dire, avec un flotteur, une ligne, et puis au bout un hameçon, et puis quand le poisson il attrape le verre qui est sur l'hameçon, et bah ça fait disparaître le flotteur parce qu'il est attiré dans l'eau par la force du poisson qui l'entraîne, et vu que ça disparaît, bah hop, tu peux lever ta canne, ce qu'on appelle ferrer, c'est-à-dire donner un coup avec ta canne pour planter l'hameçon et puis ramener le poisson. Ça existe, mais il n'y a pas que ça. Moi, je pêche quasiment pas comme ça. Enfin, j'ai jamais pêché comme ça en fait. D'ailleurs, parfois je pêche à l'appât, mais je pêche en dérive naturelle, ça s'appelle. Donc il y a une différence. Je vais expliquer maintenant. Il y a une différence entre leurre et appât que beaucoup de gens ne font pas. C'est un appât. C'est un truc que les poissons vont manger naturellement, c'est-à-dire genre de la bouffe pour poissons que vous mettez sur un hameçon. Et ensuite, vous avez les leurres qui sont des imitations de trucs que les poissons mangeraient, c'est-à-dire des faux vers ou alors des faux poissons. Vous voyez, des trucs que les poissons ne mangeraient pas naturellement, alors que l'appât, c'est que des trucs que le poisson mangerait naturellement. Voilà. Donc ça m'arrive de pêcher à l'appât, même si c'est pas ce que je fais le plus souvent. Et dans ces cas-là, je suis en dérive naturelle. C'est-à-dire que vu qu'il y a beaucoup de rivières dans ma ville, pas beaucoup d'étangs, il y en a un, mais c'est pas la norme, c'est beaucoup de la rivière. Je laisse mon fil sans flotteur ni rien dériver le long de la rivière, c'est-à-dire suivre le long de la rivière avec le moulinet de la canne qui est ouvert, donc le fil peut se dérouler sur 20-30 mètres. Et je garde mon hameçon à vue. Et donc quand je vois un poisson attraper mon hameçon, bah, là je ferme. Et on appelle ça à vue. C'est-à-dire que c'est pas genre euh, en sentant la touche que tu le fais. C'est pas en sentant genre ta canne bouger parce que le poisson attrape. C'est vraiment en regardant directement. Mais c'est pas ce que je fais le plus souvent. Moi je pêche au leurre, les amis. Parce que le leurre, c'est vraiment beaucoup plus funny que attendre le long d'une berge que quelque chose bouge. Et ça a été le choc. C'était de me dire, ok, on peut ne pas juste pêcher en regardant un bouchon, on peut aussi bouger. Et la pêche, c'est skill au final. Et oui, les amis, voilà, hot take, la pêche, c'est skill. Alors,
pas à 100% skill, mais c'est grandement skill. En fait, ça dépend de ce qu'on inclut dans le skill. Ça dépend de ce qu'on inclut. Parce que je considère que la connaissance, c'est du skill. La pêche, ça requiert pas énormément de capacité physique. Par contre, ça requiert une telle quantité de connaissances. Oh là là. Mais on en parlera après. Le mec, toutes les 10 secondes, il dit on en parlera après. Pour au final, ne pas en parler après. Parce qu'il va oublier. Bref. Je pêche beaucoup au leurre, donc. Troisième a priori que j'ai déconstruit. Et ça, c'est vraiment le plus niche. Et je vous jure que quand j'ai déconstruit cet a priori, je me suis mis à kiffer la pêche, mais 1000 fois plus. C'est que dans ma tête, la pêche, c'était entre guillemets facile. C'est-à-dire, dans ma tête, l'humain se positionnait un peu dans la chaîne alimentaire de la pêche, tout en haut, tu vois. Genre, je me disais, alors oui, c'est le cas, tu vois, scientifiquement, c'est le cas. Aucun humain ne se fait manger par un poisson. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, dans ma tête, t'allais pêcher, tu lançais ta ligne, hop, tu faisais ton truc. Obligatoirement, un poisson allait mordre, quel que soit le moment de la journée, quel que soit l'appât que tu utilises, et où que tu sois. C'est-à-dire que tu peux être à n'importe quel endroit d'une rivière, à n'importe quel endroit d'un cours d'eau, à n'importe quel endroit d'un plan d'eau, et ben, il y allait un poisson qui allait manger ton leurre, qui allait manger ton appât, quel que soit le moment de la journée, quelle que soit la saison, etc. Mais non, ça marche pas comme ça. La vie, c'est pas un jeu vidéo. Tu vois, la vie, c'est pas Minecraft, tu lances, t'attends et ça mord. Non. C'est extrêmement, extrêmement exigeant au niveau de la réflexion. Alors, je sais qu'on dirait pas comme ça, mais vraiment, la pêche, c'est pas facile. Genre, la pêche, c'est pas juste hop, tu t'en bats les couilles, tu lances et tu réfléchis pas. Il y a une grosse partie de réflexion. Et donc, dans ma tête, vraiment, la pêche, c'était t'arrives, t'envoies, tu sors un poisson, tu le remets, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup plus une notion de tu t'inclus dans un écosystème. Peut-être t'as beaucoup moins cette position de il y a l'écosystème et toi t'es au-dessus et tu viens genre contrôler l'écosystème ou genre t'inclure, t'immiscer dans cet écosystème en lançant ton hameçon, etc. et en sortant un truc. Mais il y a beaucoup plus ce truc de il y a un écosystème qui existe et toi tu dois venir genre te fondre dans cet écosystème. Tu n'es pas genre au-dessus de celui-ci, tu es à l'intérieur. Si tu es au-dessus de celui-ci, tu n'attrapes rien. Si genre tu considères que il suffit de lancer, etc. et ça va venir et on s'en fout, tu n'attraperas rien. Le seul moyen d'attraper, c'est vraiment de se mettre à la place du poisson et du coup de se fondre dans l'écosystème et d'être une partie de cet écosystème. Et non genre une sorte de dieu ou de je sais pas quoi, tu sais, de supérieur. En fait, t'es pas supérieur au poisson à la pêche. C'est vraiment une croyance que j'avais, c'était tu vas pêcher, t'es supérieur au poisson. Et bah non, en fait pas du tout. T'es au même niveau que lui. Et peut-être que pour les non-pêcheurs, ils me prendront pour un fou, mais je pense que les pêcheurs verront ce que je veux dire. Et la pêche est devenue 1000 fois plus intéressante quand j'ai compris ça. Donc, maintenant que on a déconstruit un peu les idées reçues les plus courantes sur la pêche. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, hein, je peux en reparler vite fait dans les prochains podcasts. Mettez un petit commentaire, dites-moi. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir vous parler un peu de ce que j'aime faire comme pêche. J'estime qu'il y a deux types de pêche, pas deux formes. Tu vois, il y a les formes de pêche, c'est-à-dire tu vas pêcher au leurre, tu vas pêcher à l'appât, tu vas pêcher au bouchon, au vif, etc. Tout ça, c'est des formes de pêche. Je vous parle de vraiment type de pêche, dans le sens où il y a la pêche tout seul et il y a la pêche avec les amis. C'est deux mondes différents selon moi. Vraiment, mais c'est pas la même chose. C'est presque deux activités différentes. Quand tu pars pêcher tout seul, tu pars pêcher. C'est-à-dire action de pêcher, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. Quand tu pars pêcher avec des amis, tu pars à la pêche. C'est-à-dire l'activité à la pêche. Et à la pêche, ça englobe pêcher, donc l'activité sportive, hein, puisqu'on est obligé de le dire comme ça, plus tout le reste. Et tout le reste, c'est certainement le truc le plus agréable. C'est-à-dire, t'es le long de la rivière, t'as fini de pêcher, t'as rien attrapé, et bah tu vas te foutre dans la rivière. Et tu prends un bon bain d'eau glacée, tu vois. Oh là 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 là. Merveilleux.
merveilleux. Pour moi, c'est 2 ambiances différentes. Il n'y en a pas forcément une que je préfère. Là, comme ça, on dirait que je préfère avec mes amis. Il n'y en a pas forcément une que je préfère. Mais c'est vrai que il faut s'en rendre compte, c'est pas pareil de pêcher seul et de pêcher avec des amis. Déjà, quand tu pêches avec des amis, vous avez beaucoup plus de chances d'attraper un poisson. Hein. Mathématiquement, vous êtes plus, donc plus de chances. Et puis, vous avez ce truc de vous discuter pendant que vous pêchez. Et c'est amusant. Et c'est ultra. Genre, je sais plus comment on dit en français. J'ai réconfortant, c'est pas réconfortant le mot, c'est apaisant. Voilà, c'est apaisant. Genre, c'est, ça détend de ouf. C'est trop drôle. C'est trop. J'ai pas les mots. Vraiment, je kiffe pêcher avec des amis. Je kiffe pêcher seul aussi. Franchement, là, comme ça, on dirait vraiment que j'ai une préférence, mais j'ai pas de préférence. Mais c'est vrai que pêcher avec des amis, c'est une expérience qui est totalement différente. Et beaucoup de gens ne la testent pas. J'ai pas mal de potes pêcheurs, ils pêchent que tout seuls. Genre, ils pêchent jamais avec des potes. Pour eux, non, c'est un truc personnel, machin. Je respecte. Mais je les encourage toujours à essayer, une fois ou l'autre, de pêcher avec des potes, de pêcher avec d'autres pêcheurs, mais c'est pas forcément des potes, juste de pêcher à plusieurs. C'est différent. Donc, voilà, sachez-le, c'est si vous comptez vous mettre à la pêche, essayez les deux. Ne vous enfermez pas dans... Alors, il y a aussi des gens, ils ne pêchent qu'avec des amis. Je sais que j'ai un pote, Nicolas, il pêche qu'avec Lancelot et moi. Il n'est pas parti pêcher tout seul, etc. C'était bien la peine que je lui achète pour son anniversaire une canne à pêche, puisqu'il ne va pas pêcher tout seul. Je rigole, il est très doux. Et il a d'autres trucs à faire. Contrairement à moi, apparemment. Ok, fin de la parenthèse. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment on pêche un poisson? Voilà, je vous ai parlé de nanana, voilà, la pêche, faut se rentrer dans l'environnement et tout. Comment on pêche un poisson? C'est vrai. Moi, j'ai commencé la pêche, je ne savais même pas comment on pêchait un poisson. Genre, c'est pas une blague. Comment on fait? Ça, c'est quoi la méthode? Et bah déjà, il faut définir ce que c'est pêcher. Pêcher, ça veut dire faire mordre un poisson à un hameçon. Pas plus dur que ça. Vraiment, ça, c'est pêcher. Alors, je vous parle de pêche à la ligne. Hein. Après, vous avez forcément des pêcheurs, des pêcheurs en mer, des pêcheurs professionnels qui pêchent avec des... Comment on appelle ça? Des filets. Bon, je me passerai de commentaires sur la pêche au filet, le chalutage de fond. Enfin, c'est évidemment nimp. Voilà, c'est nimp, c'est un désastre écologique. Absolument aucun tri, aucune sélection des espèces, c'est stupide. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on parle de pêche en eau douce. Donc en eau douce, la pêche à l'épuisette ou au filet est complètement interdite que à la ligne. Donc globalement, ma définition c'est faire mordre un poisson dans un hameçon. Pour ça, comme je vous l'ai dit, il y a plein de modes différents. Vous avez la pêche au bouchon dont on a déjà parlé, mais la pêche au leurre. Et je vais vous parler globalement aujourd'hui de la pêche au leurre. Ça sert à rien de trop partir dans 10 000 trucs. Aujourd'hui, on va parler que de la pêche au leurre parce que c'est ce que je fais à 90%. Bon, un leurre, on en a déjà parlé de ce que c'est. C'est une imitation d'un truc que le poisson mangerait dans la vraie vie. Donc, ça peut être un faux poisson ou même une cuillère. Alors, une cuillère, à l'époque, c'était vraiment fait en cuillère. C'est-à-dire, on prenait une cuillère en métal et on mettait un trou pour faire passer le fil d'un côté et un trou pour mettre un hameçon de l'autre. Et voilà, vous aviez un leurre. Bon, maintenant, on le fait plus vraiment comme ça. Une cuillère, c'est vraiment que du métal. C'est-à-dire, ça n'a même pas la forme d'un poisson ni rien. C'est juste du métal qui tourne sur lui-même. Ça tourne sur lui-même. Et qu'est-ce que ça fait quand ça tourne? Ça fait des reflets. Donc la lumière tape et se reflète partout. Et ça fait des vibrations. Et voilà. Là, on vient au premier point important. Reflets et vibrations. C'est les deux maîtres mots de la pêche au leurre. La pêche au leurre, c'est maximiser ces deux trucs. Alors, pas que. Mais globalement, ce qui différencie un bon leurre d'un mauvais leurre, c'est la quantité de vibrations et la quantité de reflets.
Pourquoi me direz-vous? Eh bien pour deux raisons. Un poisson, quand il nage, il a des écailles. Il a des écailles, et quand il nage, ces écailles reflètent la lumière du soleil. Aussi, quand il nage, il déplace de l'eau. Vous voyez, il se déplace dans l'eau, mais il déplace de l'eau pour se déplacer. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des vibrations. Donc, la pêche au leurre, parfois, ça peut être que suggérer le poisson. On voit tous ces images de leurre qui sont hyper réalistes, qui sont vraiment genre comme des vrais poissons dans l'eau, tu pourrais pas les différencier, etc. Et bah parfois, le leurre qui marche le mieux, c'est celui qui ressemble le moins à un poisson quand il est hors de l'eau, mais qui dans l'eau a les meilleures vibrations et les meilleurs... putain, j'ai perdu mon mot. Reflets, voilà, les meilleurs reflets. Donc, une cuillère peut tout à fait aussi bien marcher que un leurre qu'on appelle swim bait ou glide bait. Donc ça veut dire que ça imite vraiment la nage d'un poisson. C'est souvent des gros trucs qui font au moins 20 cm, qui sont des imitations ultra fidèles de poissons. Et c'est articulé pour que quand ça nage, ça reproduise vraiment trait pour trait la nage d'un poisson. Et bah, l'un et l'autre peuvent aussi bien marcher. Ça va dépendre du contexte. Et c'est là, certainement, un des points les plus importants aussi. On arrive à notre deuxième point, c'est pêcher, c'est savoir quand et où pêcher. Parce que tu peux utiliser le meilleur leurre du monde, si tu l'utilises à un endroit où il n'y a pas de poisson, ou un endroit où les poissons ont pas faim ou vont pas mordre, et bah tu n'auras pas de poisson. Tout simplement. Donc, l'important, c'est de savoir quand et où pêcher. Quand, souvent, c'est le plus facile. On est en été, le quand, c'est tôt le matin ou tard le soir. Quand les eaux sont les plus froides. Parce que quand l'eau est trop chaude, les poissons s'épuisent et ils préfèrent ne pas attaquer. En hiver, c'est l'inverse. Tôt le matin, tard le soir, il fait trop froid. Les poissons, ils bougent pas, ils sont en semi-hibernation. Quand ça devient l'après-midi qui se met à faire un peu plus chaud, là, ils se remettent en activité, ils partent chasser. Il faut cibler les moments de nourrissage du poisson. Pour le où, c'est un peu plus différent. C'est un peu plus compliqué. Où pêcher? Déjà, je vous apprends rien, mais il faut pêcher sur un domaine qui appartient à une AAPPMA, sinon vous êtes hors la loi, c'est du braconnage, bref. Mais aussi, pêcher au bon endroit de ce territoire de la AAPPMA, donc association de pêche. Hein. AAPPMA, ça veut dire association de pêche. Ces bons endroits, ce sont des endroits en fait qui regroupent plusieurs critères. Parce qu'il y a plein de critères qui font des bons spots entre guillemets, mais à ce moment-là, toute la rivière est un bon spot. Ce qu'il faut, c'est maximiser en un point le maximum de critères. Ces critères, c'est qu'il faut qu'il y ait de la couverture pour que le poisson puisse se cacher. Donc ça peut être des racines d'arbres, ça peut être des branches d'arbres qui sont tombées dans l'eau, ça peut être des herbiers, donc des algues qui remontent vers la surface, etc. Il faut que le poisson puisse se cacher. Mais il faut aussi que le poisson puisse s'alimenter. Donc, comme on pêche souvent le carnassier, c'est-à-dire des poissons qui mangent d'autres poissons, et on va essayer de cibler près de là où il y a des petits poissons. Quand vous voyez des poissons, des petits alevins, etc., ça veut dire des minuscules petits trucs, etc. Et les poissons carnassiers, ils s'en nourrissent de ça. Donc, on va essayer de repérer où ils sont et de cibler par ici, parce que les carnassiers, ils y sont forcément. Parce qu'ils vont s'en nourrir de ces petits poissons. Donc, à ce moment-là, un bon spot, c'est un endroit où le poisson peut se cacher, où à proximité, il peut se nourrir. Donc, avec... souvent, on va préférer un endroit dégagé. Donc, un endroit dégagé où il y a du passage de poissons, des petits alevins, ce genre de trucs. Et en troisième, un endroit où il peut se reproduire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par se reproduire? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait de la mobilité. Souvent, les poissons sont sur les côtés, vraiment sur les berges, pas sur les berges, mais à côté, vraiment à 6 mètres, je crois, c'est 70% des poissons sont à 6 mètres des berges.
parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à être en plein milieu du lac. Ils s'en foutent. Ce qu'il leur faut, eux, c'est de la mobilité. Et où est-ce qu'ils ont de la mobilité? Près des entrées et sorties de cours d'eau, si vous êtes sur un plan d'eau. Si vous êtes sur un plan d'eau, le poisson il va pas se mettre à 100 mètres de la berge au milieu du lac. Il va se mettre tout simplement à 6 mètres de la berge, près de là où la rivière se jette dans le lac. Parce que ici, il va rencontrer d'autres poissons. Ici, il va pouvoir passer d'un milieu à un autre. Du milieu de la rivière, qui est différent, au milieu du lac. Pour certaines espèces de poissons, on va aussi rajouter un quatrième critère. C'est le cas pour la truite. On va lui rajouter de l'oxygène. La truite, elle a un fonctionnement qui est un peu différent des autres poissons. Alors, il y en a d'autres qui sont comme ça, hein, mais ce n'est pas le cas de tous. Ce n'est pas la norme, entre guillemets. C'est qu'il faut qu'il y ait en permanence de l'eau qui passe par ses branchies. Parce que si de l'eau ne passe pas dans ses branchies, elle meurt. Elle a vraiment très peu d'espérance de vie à l'arrêt. Tu vois, elle ne peut pas genre arrêter de nager. C'est pour ça qu'il y a très peu de truites qui sont dans les lacs. La truite de lac, c'est une espèce qui existe, mais la truite, c'est une espèce de rivière globalement. Elle a besoin de se mettre à contre-courant et de juste rester en statique pour que de l'eau passe sans avoir besoin de faire de mouvement par ses branchies. Et donc qu'elle ait de l'oxygène en permanence. Donc il faut rajouter ça. Il faut se dire, il faut qu'il y ait du courant, sinon la truite, elle peut s'asphyxier en fait. Donc il faut qu'il y ait du courant. Parce que le courant, ça brasse de l'air en fait. Vous voyez, quand il y a genre une toute petite cascade, ce qui va se passer, c'est que l'eau va tomber, elle va emprisonner de l'air qu'elle va amener sous l'eau. C'est un peu comme ça que ça marche. Bref. C'est d'autres types de pêche, mais globalement, vous retenez les 3 gros critères, et pour certains autres poissons, le 4e, et vous avez tout ce qu'il faut pour faire un bon spot. Le spot parfait, c'est, je vous le décris, vous avez un lac, ok. Dans ce lac se jette une rivière, et bah c'est à l'embouchure. À l'embouchure, à condition même qu'il y ait des herbiers un peu tout autour. Pas directement à l'embouchure, sinon ça bloque, et ça va bloquer le courant, et ça fait que c'est moins oxygéné, mais dans le lac, à genre une dizaine de mètres de l'embouchure, vous avez des herbiers. Là, vous avez le spot parfait. Mais attention, si c'est le spot parfait et qu'il est facilement accessible, tout le monde va aller y pêcher. Et donc les poissons ne se laisseront pas prendre parce que les poissons sont intelligents, les amis. Intelligents, on se comprend. Dans le sens où juste, ils ont de la mémoire. Donc ils se souviennent que certains comportements attirent certaines conséquences. Donc manger un truc bizarre qui flotte, qui est un peu weird, bah, ça attire, se faire sortir de l'eau, se faire remettre dedans, etc. Donc ils ont un peu peur et ils veulent plus se faire prendre. Donc si un spot est trop pêché, vous n'attraperez rien, même si c'est le meilleur spot du monde. Encore un 5e critère avec lequel il faut composer. Vous commencez à voir la gestuelle mentale qu'il faut avoir pour pêcher. C'est pas aussi évident qu'on croirait. Là, vous voyez, avec tout ce que je vous ai dit, on s'est éloigné du... oh bah écoutez, moi je lance ma ligne avec mon flotteur et puis forcément au bout de 15 minutes ça va taper. Non, ça marche pas comme ça du coup. Au final, ça demande beaucoup plus de réflexion sur le spot et le moment. Et le type de leurre. Eh oui, parce qu'on a parlé de ce que c'était entre grosses guillemets un bon leurre. Mais tous les leurres ne servent pas à la même chose, parce que tous les leurres n'attrapent pas les mêmes poissons. Eh oui, Jamy. Si vous prenez un gros leurre, vous attraperez un gros poisson. Si vous prenez un petit leurre, vous attraperez un petit poisson. Ou un gros poisson. Et oui, là on rentre dans le truc compliqué. Mais si vous prenez un gros leurre, un truc on va dire il fait 20 cm, et bah il n'y a que les poissons de beaucoup plus de 20 cm qui vont pouvoir le manger. Par contre si vous prenez un leurre de 5 cm, et bah les poissons de 10 cm vont pouvoir le manger. Mais les poissons de 40-60, rien les empêche non plus de le manger. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc certains leurres pour certains environnements. Voilà. Si vous avez un poisson que vous voulez cibler, vous allez prendre un leurre adapté à ce poisson. Mais adapté au poisson, mais aussi à l'environnement. C'est-à-dire que vous voulez pêcher une perche. Vous n'allez pas prendre un leurre de 20 cm parce que la perche, elle fait elle-même 20 cm. Vous allez prendre un truc qui est plus petit. Et vous allez regarder votre environnement.
Il y a peu de profondeur. Ok, donc je vais pas prendre un leurre coulant qui va au fond de l'eau, etc. Sinon, ça va pas avoir d'intérêt. Je vais plutôt prendre un leurre de surface. Mais il y a beaucoup de courant. Donc je vais prendre un truc plutôt plombé, qui va faire en sorte qu'il va bien rester, qui va pas flotter à des kilomètres, qui va pas se barrer en couille. Ok, par contre il y a des herbiers. Il y a beaucoup de végétation. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que si j'ai des hameçons qui sont en dessous, qui pendouillent, ils vont se prendre dans les herbes, je vais me retrouver bloqué, je vais perdre mon leurre. Dans ce cas-là, il faut que je prenne plutôt un leurre souple. Un leurre souple, comme ça, l'hameçon se plante pas, l'hameçon il y parle dessus, il peut pas se faire attraper dans les herbes. Et au final, ça demande plus de réflexion que ce qu'on penserait. Mais avec un peu d'expérience, genre moi ça fait pas longtemps que je pêche, ça fait quoi? Ça fait 2 mois. En 2 mois, j'arrive à comprendre comment ça marche globalement. C'est pas dur. C'est pas dur, mais c'est beaucoup plus dur que ce qu'on aurait pu penser. Dans ma tête, c'était tellement facile que quand je me suis rendu compte de la réflexion que ça demandait quand même, je me suis un peu pris une claque. Et ça m'a fait plaisir. Parce que c'est stimulant. Quand tu attrapes un poisson, en fait, t'as pas juste ce truc de eh ben voilà, hein, j'ai lancé ma ligne, ça a attrapé un poisson, c'est normal. Non, t'as vraiment ce truc de c'est une vraie récompense de ta pêche. C'est une vraie récompense de toutes tes capacités que t'as mis en jeu, tu vois. De tout ce que t'as mis en place, c'est-à-dire d'être venu au bon moment, d'être venu au bon endroit, d'avoir choisi le bon leurre et de l'avoir animé de la bonne façon. Et oui! Non mais là, on rentre encore dans un dernier niveau de difficulté. C'est-à-dire que moi je pensais pêche au leurre. Donc tu lances ton leurre, hop, puis tu le fais revenir hein, avec ton moulinet, machin, tu fais tourner la manivelle et puis le leurre il revient et puis il y a un poisson qui l'attrape sur le chemin. Eh ben non! Eh ben non! Parce que là ton leurre, il ressemble à un bout de bois en fait. Quel poisson se déplace en nageant tout droit à une vitesse qui est constante? Eh ben non! Il faut rajouter de l'aléatoire. Il faut lui faire des petits tours. Il faut le faire aller vite. Puis lentement. Puis il s'arrête, puis il va vite. Et puis voilà. Et puis là, à gauche, à droite. Il faut lui donner une animation. Faire comme si c'était un vrai poisson. Et c'est hyper stimulant aussi parce que chaque leurre a une animation différente. Chaque leurre a une manière de réagir à l'animation qui est différente. C'est hyper cool. Et puisqu'on parlait tout à l'heure du fait que le poisson était une récompense, c'est aussi pour ça, je pense, que la plupart des pêcheurs relâchent leurs poissons. Vous voyez, il y a beaucoup de pêcheurs qui font du no-kill, c'est-à-dire interdiction de tuer. Ils attrapent un poisson, ils le relâchent. Et quand les gens extérieurs voient ça, ils se disent « Mais c'est con, si tu attrapes un poisson, c'est pour le manger, ça sert à rien de l'attraper et de le faire revenir dans l'eau, tu le maltraites juste pour rien. » Alors, déjà, je ne veux pas rentrer dans le débat scientifique, etc., parce que j'ai pas l'éducation pour, etc., mais il me semble qu'il n'y a pas consensus sur le fait que les poissons, en tout cas toutes les espèces de poissons, ressentent la douleur. Et il n'y a pas un consensus, mais genre pas du tout un consensus sur le fait qu'ils la ressentent de la même manière que les mammifères. C'est-à-dire, on se doute à peu près à 80% qu'ils ressentent une forme de douleur. C'est-à-dire, ils ressentent un truc, ils savent que c'est pas normal et ils s'en souviennent. Donc ils ont cette nociception, ils savent que quelque chose est nocif pour eux, mais ils s'en souviennent et donc ils sont capables de plus reproduire les mêmes erreurs et ça les met en stress, ça les met en mode survie, etc. Donc oui, c'est pas agréable pour eux. Maintenant, il n'y a vraiment pas consensus sur le fait qu'ils ressentent la douleur comme nous. Genre là, demain, je me plante un hameçon dans la lèvre, je vais avoir mal, genre je vais ressentir une douleur. Lui, c'est pas sûr que le poisson il ressente une douleur. Le poisson, s'il se plantait, si moi j'avais le cerveau d'un poisson et que je me plantais un hameçon dans la lèvre, ce que je ressentirais, c'est plutôt oh putain, c'est pas normal du tout, il faut plus jamais que je refasse ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les lèvres des poissons sont particulièrement peu innervées et particulièrement peu vascularisées. Il n'y a quasiment pas de vaisseau sanguin. C'est pour ça que quand vous attrapez un poisson, il ne saigne pas de la bouche. Ou alors très peu ou très rarement, ça dépend des espèces, mais ils ne saignent pas de la bouche. Leurs lèvres, elles sont rigides en fait. Voilà. Donc, les pêcheurs en fait n'ont pas besoin de garder le poisson et de le manger pour se sentir valorisés déjà. Parce qu'ils ont déjà attrapé le poisson. Et c'est déjà
hyper rare, entre guillemets, d'attraper un poisson. Faut pas croire que tu sors à la pêche, t'attrapes. Il y a plein de gens, même des gens qui pêchent depuis des années, ils partent à la pêche et ils reviennent bredouilles. C'est normal. On n'est pas au-dessus du poisson, vraiment pas. Et parfois, c'est lui qui gagne, c'est normal. Et je comprends les pêcheurs qui veulent garder cette adrénaline, garder ce truc de toujours devoir réfléchir, machin, en remettant les poissons à l'eau, en leur donnant l'opportunité de se reproduire à nouveau pour repeupler les rivières à fond et permettre à plus de poissons de voir le jour et donc d'avoir une expérience de pêche bien plus diversifiée. Enfin bref. Pour ça, encore faut-il ne pas relâcher les perches soleil. Putain, ça me saoule. Ça me saoule. Les pêcheurs no-kill qui relâchent les perches soleil, ça par contre ça me saoule. Qu'est-ce que c'est une perche soleil, aussi appelée crapet soleil? C'est un poisson invasif d'Amérique du Nord. Donc il serait en Amérique du Nord, il n'y a pas de problème. Le truc c'est qu'il n'est pas en Amérique du Nord. Et il vit en banc, qui peut parfois dépasser les centaines d'individus. C'est un tout petit poisson, hein, c'est pas des gros trucs, c'est des tout petits poissons, ça ressemble un peu à des disques verticaux si vous voulez. Et ça mange les œufs des poissons originaires de nos rivières, et à la place ça pond les siens. Ça pose rapidement un problème. Donc il y a une loi, c'est pas un arrêté préfectoral, c'est pas un arrêté municipal, c'est une loi à l'échelle française qui interdit de relâcher ces poissons. Vous les attrapez, vous ne les remettez pas à l'eau, parce qu'un seul individu va en engendrer des centaines, et ces centaines vont faire disparaître d'autres espèces de poissons beaucoup plus fragiles, et qui, elles, sont naturellement présentes dans nos rivières. Donc, vous pouvez être pêcheur no-kill, aucun problème, vraiment, je comprends tout à fait la philosophie derrière, mais relâchez pas les poissons crapet soleil. Enfin, je dis, je comprends votre philosophie. Je pêche en no-kill 99,9% du temps. Faut savoir que j'attrape un poisson, je le relâche, globalement. Sauf la dernière fois. La dernière fois, j'ai attrapé une perche, les amis. Une très belle perche. Elle devait faire 30, 35. Ouais, non, minimum 30. Vraiment, 30, c'est le maxi minimum. Elle faisait beaucoup plus que ça. 35, je pense. 35 cm. Je l'ai ramenée à ma mamie. Et ma mamie, elle l'a cuisiné et on l'a mangé. Et c'était mais tellement bon. Oh là 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 là. La perche, c'est un banger. C'est vraiment, vraiment hyper bon. Je vous jure, que ce soit dans la consistance, que ce soit dans le goût, on aurait dit des aiguillettes de poulet. C'était du poulet. Je pleure sur ce poulet. C'était trop bon. Genre, la perche que j'ai pêchée, je m'attendais de ouf à ce que la viande ce soit un peu comme quand je mangeais du cabillaud à la cantine. Alors c'était du cabillaud de merde, hein, là comme ça on dirait, ouais c'était à quelle cantine encore? Mais c'était du cabillaud genre de merde. Où genre tu le manges, tu plantes ta fourchette et ça s'effondre. Et tu sais ça fait vraiment des miettes quoi. T'as pas une consistance de viande, c'est une consistance de purée un peu si tu veux. Là, c'était vraiment des gros morceaux. C'était vraiment des pièces de viande de poisson quoi. Des steaks de perche, mec. Oh là 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 là. C'était trop bon. Oh là là. Vraiment merveilleux. Merveilleux. J'ai aucun regret d'avoir mangé cette perche. Je m'attendais un peu à ce que si c'était mauvais, tu sais, me dire oh, putain, j'aurais dû la laisser au final, ça servait à rien. C'était trop bon, aucun regret. Je le referai pas tout de suite. Voilà, c'est pas dans ma philosophie de prendre un poisson toutes les semaines. Sinon, rapidement, si tout le monde qui pêche se met à faire ça, on va avoir des problèmes de population. Mais j'estime que, allez, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, c'est ok, globalement, quand tout le reste du temps, tu as une pêche qui est éthique. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, les poissons ne ressentent pas forcément la douleur comme nous, mais il faut quand même respecter des principes d'éthique quand on pêche. En tout cas, c'est pas obligatoire, il n'y a pas de loi qui oblige à ça, mais vraiment, vraiment, si là vous êtes intéressé par la pêche, je vous en supplie, pêchez de manière éthique. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a plusieurs grands points. Le premier, c'est vous attrapez un poisson, vous le manipulez avec les mains mouillées. Quel que soit le poisson. Quel que soit le poisson, vous ne le touchez pas avec les mains sèches. Pourquoi? Parce que les poissons, ils ont un genre de mucus sur eux. Donc ça ressemble un peu à de la bave, c'est du slime un peu qu'ils ont sur leur corps. Ça les guérit quand ils ont une blessure. En s'infiltrant dans leur peau, ça se guérit, etc. Ça les aide. Ça les aide à mieux nager, c'est-à-dire ça réduit le frottement qu'ils ont avec l'eau, leurs écailles, machin.
C'est vraiment ultra important pour eux. Si vous mettez vos mains sèches sur leur mucus, le mucus va se poser sur vos mains sèches. Et ça va leur enlever leur couche de mucus. Et ça va être un peu une tannée pour eux d'en reproduire. Ça leur demande des efforts, machin, ça sert à rien. Ça coûte vraiment que dalle de plonger vos mains dans l'eau une seconde avant de toucher le poisson. Vous voyez? Donc faites-le. Deuxième chose, quand vous attrapez un poisson, vous l'attrapez de la bonne manière. Et quand je parle d'attraper, je ne vous parle pas de pêcher, je vous parle de vraiment le mettre dans vos mains. Vous l'attrapez de la bonne manière. Chaque poisson a une manière d'être tenu et il faut la respecter, au risque de vous faire mal au poisson ou de vous faire mal à vous. Je vois beaucoup de gens qui attrapent des brochets et qui les tiennent la tête en haut avec le corps qui pendouille. Mais ça, c'est très très mal, parce que ça va causer ce qu'on appelle une descente d'organes chez eux. Vu qu'ils ont un corps qui est littéralement un tube, si vous le maintenez la tête vers le haut avec le corps qui pendouille, et ben ces organes ils vont descendre par gravité en fait. Et quand vous allez le remettre dans l'eau avec la pression, machin, les changements, ça peut lui causer des gros dommages. Et peut-être qu'il va pas genre mourir dans la minute, mais il peut avoir des complications qui le font mourir dans la semaine, ou dans les 2 semaines, ou dans le mois. Mais c'est pas ce qu'on veut. Donc on tient le poisson de la bonne manière, on ne le pendouille jamais par la tête, on soutient son corps avec sa main, et puis on fait attention à où on met ses mains. Voilà, les perches, ça a des pics sur les nageoires. On l'attrape pas comme un Big Mac, sinon vous allez vous planter. Un brochet, ça a des dents acérées, avec une salive qui est anticoagulante. Donc vous ne mettez pas votre main dans sa bouche en fait. Sinon il va vous la croquer et vous allez pisser le sang pendant 1 heure comme des gros trous de balles. Donc vous l'attrapez par les branchies. Il y a une partie solide sur les branchies, vous l'attrapez par là, et ça lui fait pas mal, ça ne vous fait pas mal non plus. La perche, vous mettez, ça a des dents qui sont râpantes en fait, ça n'a pas du tout de dents piquantes, vous mettez votre pouce dans la bouche et la main en support en dessous, et vous la tenez comme ça. De cette manière, vous ne la blessez pas et vous ne vous piquez pas avec ces pics de nageoire. Vous voyez, respectez le poisson quand vous le tenez. De même, respectez le poisson quand vous le relâchez. Parce qu'il y a plein de gens qui font « Ah non, mais moi, je suis un pêcheur no-kill et tout, je suis grave supérieur moralement que les gens qui mangent les poissons, nanana. » Bon, déjà, si tu te sens supérieur moralement parce que tu ne manges pas les poissons que tu pêches, mais que tu manges des poissons issus de pêche avec des filets, du chalutage de fond dans la mer, va niquer ta grand-mère la pute. Voilà, je tenais à te le dire, je te le dis, avec toute ma sincérité, voilà, tu le sais maintenant. Bref, dans tous les cas, si tu le relâches en le lançant dans l'eau, tu n'es pas moralement supérieur à quelqu'un qui l'a tué pour le manger, hein, sache-le. Un poisson, ça se relâche doucement, avec respect. Vous le tenez gentiment, vous le placez dans l'eau, et il va reprendre sa respiration en fait. Un peu comme si vous noyez, vous voyez, et plutôt que de vous sortir de l'eau et de vous ramener sur la terre ferme, on vous balançait hors de l'eau pour vous claquer sur le sol. Bah non en fait, c'est pas agréable. T'as pas le temps de bien reprendre ta respiration, c'est pas bien. Le poisson, vous le mettez doucement dans l'eau, qui reprenne sa respiration, qui recommence à avoir de l'eau dans ses branchies, et là, il va mettre des coups de queue, il va mettre des coups de nageoire pour se libérer. Vous le lâchez, paou, il va partir comme une flèche. Comme une flèche. Donc, voilà. Vous respectez le poisson. Ne le lancez pas, sinon ça va lui causer un choc, en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'il passe d'asphyxie, en fait, enfin de début d'asphyxie, de retenir sa respiration, machin, à de l'eau qui passe dans ses branchies à fond. Parce que le poisson, il contrôle pas vraiment quelle quantité d'eau rentre dans ses branchies ou pas. Vous voyez, ses branchies, elles sont ouvertes, il y a de l'eau qui passe. Donc là, vous lui causez un choc, bam, un peu comme si vous plongiez, vous, hyper profondément dans l'eau. Vous savez, vous êtes, genre, on va dire, dans un sous-marin qui va à 100 mètres sous l'eau, et d'un coup, vous ouvrez la porte, et vous sortez. Et ben non, ça se fait pas comme ça. Vous allez vous faire écraser par la pression. Alors que si vous étiez descendu palier par palier, et ben vous n'auriez pas eu ces problèmes. Pareil pour les poissons. 4e point de la pêche éthique. Alors normalement, on est censé pêcher sans ardillon. Moi je veux dire que je ne le fais pas. Voilà, je ne respecte pas ce truc. Ça dépend des poissons, mais genre la perche, tout ça, je pêche avec ardillon. Mais quand je vais me mettre à pêcher la truite, je vais pêcher sans. L'ardillon,
c'est quand vous regardez un hameçon, le petit pic qui dépasse qui empêche l'hameçon de ressortir en fait. Donc c'est une bonne innovation à la base, parce que ça permet de faire en sorte qu'une fois que le poisson a mordu, il ne démorde pas, vous voyez, il ne puisse pas se libérer. Mais ça veut aussi dire que quand vous le ressortez, vous allez un peu plus abîmer la lèvre du poisson. Ça va peut-être plus gêner sa réparation. Donc voilà, pensez à pêcher au maximum sans ardillon. Moi je suis encore très débutant, si je pêchais sans ardillon, je pêcherais absolument aucun poisson. Mais rapidement, je vais me mettre à le faire parce que c'est mieux quand même, c'est mieux. Cinquième point, c'est le dernier, je vous promets, c'est de ne pas retarder son ferrage. Donc le ferrage, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand un poisson l'a mis le hameçon dans sa bouche, vous mettez un coup de canne pour que, avec le fil, etc., tchac, l'hameçon vienne se planter dans sa bouche. Retarder le ferrage, ça veut dire, vous avez bien vu et bien senti qu'un poisson avait mordu dans votre leurre, ou dans votre appât, dans votre hameçon, et vous allez attendre. Vous allez compter dans votre tête jusqu'à 5, 10, 15 secondes. Et hop, vous allez ferrer dans 15 secondes. Alors là, vous pouvez être certain, le poisson, il va pas se décrocher. Il n'y aura pas de j'ai ferré, mais trop tôt. Il n'y aura pas de ah, j'ai essayé de ferrer, mais le poisson, il n'avait pas fermement dans sa bouche, il l'a recraché. Ah non, là c'est sûr. Parce que le poisson, il l'aura avalé, votre leurre. Avalé. Qu'est-ce que ça veut dire un poisson qui avale un leurre? Ça veut dire qu'on fait un gut hook. Donc hook, ça veut dire hameçon. Et gut, ça veut dire viscère. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas planter votre hameçon dans sa bouche. Vous allez planter votre hameçon dans sa gorge. Ou même parfois dans son estomac. Parce que vous avez trop retardé votre ferrage. Et là c'est un enfer. Hein. Déjà, si c'est un brochet, pour le décrocher, bon courage, parce qu'il va vous mordre. Il va vous mordre, les mecs, vous allez pisser le sang, vous allez choper le sida du brochet, et personne, vraiment, personne ne veut ça. Je suis quasiment prêt à parier que personne ne veut le sida du brochet. Et évidemment pour le poisson, ça va être hyper dangereux pour sa santé. Donc s'il vous plaît, on ne retarde pas son ferrage. Il y a certains types de pêche, certains modes de pêche où on retarde le ferrage de genre, allez, 2 secondes. Genre, tu vois que le poisson a mordu, pour être sûr qu'il l'a bien dans sa bouche et qu'il va pas le recracher tout de suite. T'attends 2 secondes. En 2 secondes, il n'a pas le temps de l'avaler, mais pas plus quoi. T'attends pas 10 secondes. 10 secondes, tu peux être certain que le poisson, tu vas l'accrocher salement quoi. Donc voilà. Franchement, j'espère que je vous aurai un peu motivé à pêcher. J'espère que je vous aurai motivé à prendre une carte de pêche et à aller pêcher. Sachez que pêcher, c'est un sport un peu de riche. Ça coûte cher de ouf. Ça coûte cher, mais vous pouvez pêcher pour pas cher. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment le meilleur matos, ou même du matos genre moyen, on va dire, ouais, ça peut coûter cher. Ça peut rapidement aller dans vous payez un leurre et il coûte 15 balles, genre. Vous payez une canne, elle coûte 80 balles. Et c'est sans le moulinet. Et le moulinet, il coûte 50. Donc l'ensemble, c'est 130. Et puis vous voulez mettre un bon fil, le fil, il coûte 15 balles. Vous voyez, ça peut rapidement chiffrer. Mais c'est pas obligé non plus. Vous pouvez pêcher pour pas trop cher. Vous pouvez aller chez Decathlon. Chez Decathlon, vous prenez le premier prix technique. La canne Caperlan 2,10 m en 2 brins, avec une puissance de lancer de 10-30 grammes. Donc puissance de lancer, ça veut dire le poids qui est capable de lancer la canne. C'est-à-dire, si vous lancez un leurre qui fait 5 grammes avec une canne qui fait 10-30, donc de 10 à 30, et ben vous allez mal lancer. Parce que c'est trop léger en fait. C'est trop léger, vous allez lancer, vous n'allez pas avoir assez d'inertie. Par contre, vous lancez un truc de 40 grammes ou de 50 avec une canne qui est faite pour du 10-30, elle va avoir beaucoup de mal à la lancer. Parce que ça va être trop lourd, elle va trop se plier, et elle va peut-être même péter selon la manière dont vous lancez, elle va peut-être même se casser. Donc faut être... voilà. Et 10-30 c'est très bien. Voilà, la puissance de lancer en fait c'est pour ça que je vous la recommande. 10-30, ça vous permet de pêcher de toutes les manières que vous voulez. Vous voulez pêcher au bouchon, comme on en a parlé au début de la vidéo, comme un vieux papy alcoolique qui passe 4 heures au bord de l'eau à boire des bières, vous pouvez. Vous voulez pêcher au leurre, vous pouvez pêcher avec beaucoup de leurres différents déjà. Voilà, donc pensez-y. Pensez-y. Elle coûte que 20 balles.
honnêtement, vous n'aurez jamais un ensemble. Oui, c'est parce que je dis la canne depuis tout à l'heure. Mais c'est pas qu'une canne, il y a aussi le moulinet avec. Moulinet, canne et fil pour 20 balles. Chez Decathlon, c'est vraiment, vraiment très très bien. Vraiment très très bien. Et puis avec ça, vous avez déjà de quoi vous amuser. Pour tout ce qui va être l'heure, etc., si vous n'avez pas les moyens, parce que Decathlon, faut dire que c'est cher, je vous recommande les brocantes. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une brocante, j'ai trouvé pas mal de bonnes affaires, des vieux leurres Rapala pour les connaisseurs, des vieux Rapala. J'ai eu des cuillères Meps qui sont les meilleures cuillères du monde, c'est français. C'est des cuillères où je vous ai parlé des vibrations, etc. Les vibrations, les bruits qu'elles font sont designés spécifiquement pour couvrir exclusivement la plage d'audition des truites. C'est-à-dire les truites, je vais dire une connerie, elles entendent de 40 à 12 000 Hz. J'en ai aucune idée, je vous dis ça comme ça, mais peut-être qu'elles entendent de 40 à 12 000 Hz. Et bah les cuillères, elles font du bruit de 40 à 12 000 Hz. C'est une dinguerie, c'est de l'ingénierie pure, et c'est des tout petits objets, et j'ai pu en trouver quelques-unes, spécialement pour la truite, machin, quelques Rapala. Donc faites des brocantes pour trouver du matériel. Tout ce qui va être leurre, hameçon, etc. Faites des brocantes. Et si vous avez vraiment envie de vous faire un kiff, passez chez Decathlon. Voilà. Prenez 20 balles. Avec 20 balles, vous pouvez déjà avoir de quoi être plutôt diversifié dans votre pêche chez Decathlon. C'est pas cher si vous voulez pas avoir 10 000 trucs. Le truc, c'est que quand on est passionné, on veut avoir 10 000 trucs. Parce que la différence pour quelqu'un qui est à l'extérieur entre un leurre, un crank et un popper, et bah ils vont pas savoir, tu vois. Ils se disent bah c'est un poisson. Mais non, c'est tout à fait différent. Mais voilà, les amis, n'hésitez pas. Prenez une carte. Si vous êtes mineur, c'est 27 euros. C'est rien du tout pour tout ce que ça vous permet de faire et tout ce que ça permet de faire aux collectivités, l'entretien des berges, l'entretien des rivières. C'est très bien. Ne pêchez pas sans carte, vraiment ça vaut pas le coup. Les amendes sont stratosphériques. Pêchez sans carte, vous pouvez vous prendre 450 balles d'amende. Pour certains trucs, genre vous pêchez, vous prélevez un poisson dans une zone de no-kill, l'amende peut monter très haut. Vous prenez un brochet qui est hors de la maille, vous le ramenez chez vous, donc qui est hors de la maille, ça veut dire qui ne fait pas partie des tailles réglementaires qu'on peut pêcher, enfin qu'on peut prélever. Vous avez le droit de le sortir de l'eau, mais il faut le remettre. Il n'y a que certaines tailles pour chaque espèce de poisson où vous avez le droit de les manger. Vous prenez un brochet, voilà, qui n'est pas dans cette maille, qui ne fait pas les bonnes tailles, vous pouvez vous en sortir pour des amendes qui sont à 4 chiffres, à 4 chiffres. Pareil, vous prenez une espèce qui est en voie d'extinction, vous la tuez. Non mais là les mecs, vous pouvez partir dans le pénal, Là c'est du pénal. Donc on rigole pas avec les règles. On rigole pas avec les règles de la pêche. S'il vous plaît, pêchez avec une carte. Pêchez ce qui est réglementaire. Fiez-vous à vos règles locales, parce que les règles de la pêche, les réglementations, elles dépendent vraiment vraiment du local. Et ça c'est un truc que je trouve bien. C'est la loi de la pêche ne doit pas être réglementée par l'État, mais par des collectivités à l'échelle communale, régionale à la limite. Voilà, le préfet, il peut définir ce genre de truc, mais c'est pas une instance plus grande de le faire. La pêche, c'est local. La pêche, c'est local. Un Parisien ne peut pas décider que la même règle s'applique en Haute-Savoie et en Haute-Garonne. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes environnements, etc. Il faut voir au cas par cas. Je m'écarte. Voilà, je m'écarte du sujet comme d'hab. Ça me fait plaisir de vous parler de pêche. C'est vraiment un truc qui me passionne. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Mais vu que là, je fais un format plus pour les débutants, pour les gens qui n'ont jamais pêché, essayer de leur faire comprendre un peu les enjeux, essayer de comprendre un peu la philosophie derrière. J'espère que ça aura pu vous faire kiffer. J'espère que ça aura pu vous donner envie de pêcher. Sincèrement, si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. Je serais super content de savoir que vous avez envie de pêcher. Et si vous êtes dans l'Oise, envoyez-moi un DM, on ira pêcher ensemble. Salut tout le monde, c'était La Route.mp3, le podcast. On a compris que la route serait longue. Le podcast, on a compris que la route serait longue, mais qu'elle nous mènerait loin. À la prochaine. Faites vos pompes, soyez gentils. La semaine prochaine, on revient avec des sujets un peu plus dev perso. Et on sort un peu de je vous raconte mes passions pendant 1 heure.
Salut tout le monde, à la prochaine.